Nana Mouskouri, l'archiviste de la richesse et le secret du luxe silencieux. Nana Mouskouri est une figure dont les statistiques de vente la propulsent dans la stratosphère des plus grands artistes mondiaux. Elle a surpassé le volume de disques vendus par des icônes de la musique populaire telles que Céline Dion et Madonna. Malgré cette stature commerciale colossale, lorsque l'on procède à l'énumération des fortunes du luxe et des personnalités les plus en vue de 2025, son nom n'est curieusement pas celui qui vient immédiatement à l'esprit pour incarner l'opulence moderne. Cette absence intentionnelle dans les manchettes du luxe n'est pas un oubli. Elle est, au contraire, une marque de fabrique. Nana Mouskouri est l'incarnation d'une richesse silencieuse, une fortune patiemment et rigoureusement bâtie sur un don artistique unique et une gestion financière des plus méticuleuses. Nana Mouskouri, qui célèbre aujourd'hui ses 91 ans, représente bien plus qu'une simple icône mondiale du chant. Elle est une véritable magnate dont l'influence vocale et stratégique a permis de fonder un empire financier extrêmement solide. Cet empire, dont la valeur est principalement adossée à son catalogue musical inégalé, est aujourd'hui estimé à un minimum de 30 millions de dollars. La question fondamentale qui nous guide est double. Comment une carrière profondément ancrée dans l'art, la poésie et la culture a-t-elle pu engendrer un tel niveau de fortune durable? Et quelle est la nature profonde et détaillée de la vie que mène cette légende une fois que les projecteurs se sont définitivement éteints? Nous allons plonger dans les détails les plus précis de son univers privé. C'est un monde qui n'est pas défini par l'affichage d'opulence ou les extravagances publiques, mais par la sérénité des villas isolées près de Genève, l'éclat subtil des couchers de soleil sur le lac Léman et par une existence qui a fait le choix de murmurer l'élégance, la profondeur et l'héritage plutôt que de crier l'extravagance superficielle. Les racines de l'or, le secret médical de la voix et l'ascension européenne. L'histoire de la fortune de Nana Mouskouri prend ses racines loin des symboles de la richesse conventionnelle. Elle est née à la Canée, en Crète, en 1934, dans un milieu social modeste, typique de la classe ouvrière de l'époque. Son père exerçait la profession d'opérateur de cinéma, et sa mère était ouvreuse, lui inculquant les valeurs d'un travail acharné et d'une éthique de la discrétion. Cependant, derrière le rideau de cette vie simple, se cachait une enfant dotée d'un don vocal si particulier et si puissant que les examens médicaux ont ultérieurement révélé une singularité biologique tout à fait remarquable. Elle ne possédait qu'une seule corde vocale pleinement fonctionnelle. Ce défaut anatomique, loin d'être un désavantage, est devenu l'élément distinctif et immédiatement reconnaissable de son timbre vocal, contribuant à créer l'un des instruments les plus précieux et les plus durables de l'histoire de la musique enregistrée. Le véritable envol international de la carrière de Mouskouri s'est produit avec le titre Wes Rosenhaus Athènes, Rose blanche d'Athènes, un succès initialement retentissant en langue allemande qui l'a propulsé au statut de sensation européenne, puis mondiale. Dès lors, sa voix a franchi toutes les barrières linguistiques et culturelles. Elle a enregistré ses œuvres en plus de 12 langues différentes, s'attaquant avec brio à des marchés aussi divers que le français, l'anglais, l'espagnol, le japonais et le néerlandais. Elle a publié un répertoire massif de plus de 200 albums studio et en direct, et s'est imposée sur la quasi-totalité des grands marchés mondiaux, s'étendant de l'Europe, incluant l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, à l'Australie, en passant par l'Amérique du Nord et l'Asie, notamment le Japon. Le cumul de ses ventes est estimé à plus de 350 millions de disques, un volume qui la classe de manière pérenne parmi les 3 artistes féminines ayant les meilleures ventes de tous les temps, une performance de longévité et de constance que peu d'artistes ont réussi à égaler au cours des 60 dernières années. L'influence profonde du cercle Floka, la musique comme haute culture. Un élément fondamental de ses débuts, et un facteur clé de la valeur intrinsèque et durable de son catalogue, est son association précoce et déterminante avec le cercle Floka à Athènes dans les années 1960. Ce cercle regroupait l'élite intellectuelle et artistique grecque, incluant des artistes, des poètes et des musiciens de renom. Des figures tutélaires comme Mano Hadjidaki, qui fut non seulement son mentor mais aussi une influence culturelle majeure, ainsi que des artistes comme Yanis Tarouchi et Nikos Gatso, ont façonné la culture grecque moderne et ont profondément marqué son répertoire. Ces collaborations ont conféré à sa musique une dimension de haute culture, garantissant non seulement sa qualité artistique indiscutable, mais aussi sa reconnaissance académique et critique à travers le monde, un atout majeur pour la pérennité commerciale de son œuvre. Le respect et la profondeur assurés par ces collaborations ont cimenté la valeur de son catalogue musical bien au-delà des modes éphémères de la pop. La diversification et les 50 millions annuels. Le catalogue comme trésor inépuisable. Si les revenus générés par les ventes d'albums des années de gloire ont établi la base initiale de sa richesse, la pérennité de sa fortune est le résultat direct d'une gestion financière extrêmement prudente et d'une diversification intelligente de ses actifs. Contrairement aux récits d'excès et de gaspillage monétaire qui parsèment la biographie de certaines célébrités, Nana Mouskouri a systématiquement réinvesti et diversifié ses revenus,
opérant une gestion financière discrète mais hautement efficace à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, en 2025, la majorité de ses revenus ne dépend plus de la performance scénique ou de l'enregistrement de nouveaux albums. Ses revenus annuels sont estimés à 50 millions de dollars. Cette somme impressionnante est presque entièrement alimentée par les droits d'auteur et les redevances générées par son catalogue musical, prouvant l'efficacité de sa stratégie d'investissement passif et de son positionnement artistique intemporel. Le catalogue Mouskouri représente un actif financier d'une valeur exceptionnelle en raison de sa transversalité culturelle et linguistique. Ses chansons continuent d'être licenciées et utilisées de manière extrêmement lucrative sur différents médias. On note une utilisation fréquente dans des productions cinématographiques internationales, où elle bénéficie de licences de synchronisation à forte valeur, ainsi que dans des campagnes publicitaires ciblées à l'échelle mondiale. De plus, ces enregistrements apparaissent de manière régulière dans des séries télévisées modernes et sur des plateformes numériques majeures comme Netflix. Le succès récent de son titre Quand tu chantes, propulsé par la série française à succès Cassandra, est un exemple parfait de la capacité de son œuvre à trouver un nouveau public inattendu. Cet engouement a même engendré une tendance sur TikTok parmi la génération Z, redécouvrant sa voix. Elle bénéficie ainsi des redevances des plateformes de streaming telles que Spotify, Apple Music et YouTube, qui assurent un flux de revenus constant et prévisible grâce aux millions d'écoutes annuelles. De plus, la réédition en vinyle en édition limitée de son album de reprise des Beatles de 1966 a surpris le marché en se classant en tête des ventes dans les boutiques spécialisées en France et en Belgique, soulignant la pertinence durable et le potentiel commercial de son travail dans un marché de niche lucratif. Le domaine suisse, l'ancrage géopolitique et l'architecture de l'intimité. L'immobilier, au même titre que son catalogue musical, est un pilier fondamental de sa fortune et de son mode de vie. La résidence principale de Nana Mouskouri est une vaste villa, isolée et nichée dans un secteur préservé de la campagne, située juste à l'extérieur de Genève en Suisse. C'est le lieu qu'elle a choisi comme domicile, comme sanctuaire et comme centre névralgique de sa vie privée depuis plus de 6 décennies. Le choix de la neutralité et du refuge. Acquise au milieu des années 1960, la propriété est un modèle d'élégance discrète, caractérisé par des jardins méticuleusement entretenus, des collines verdoyantes et une vue panoramique et spectaculaire sur le lac Léman et les Alpes. Le choix de la Suisse n'était pas seulement une décision financière ou logistique, mais avant tout une décision stratégique et émotionnelle. Le pays lui offrait une proximité idéale avec les centres musicaux européens, tout en garantissant une distance psychologique et une sécurité politique inégalée. Elle a souligné avec émotion au magazine Elle que la beauté naturelle et la neutralité politique de la Suisse lui apportaient une sécurité émotionnelle qu'elle n'avait jamais trouvée nulle part ailleurs, affirmant « Quand je suis en Suisse, je me sens en sécurité. C'est un pays démocratique, juste et les gens sont discrets. » Architecture, collection et le bureau de l'archiviste. La villa elle-même est décorée avec un goût européen classique et raffiné, loin des tendances éphémères. On y trouve des sols en marbre, des meubles anciens soigneusement sélectionnés et de larges baies vitrées qui maximisent la luminosité et offrent une vue imprenable sur le lac. L'aménagement intérieur va bien au-delà des pièces de vie traditionnelles. La propriété inclut un studio d'enregistrement privé haut de gamme, assurant une intimité totale pour ses sessions de travail, ainsi qu'une salle de lecture spacieuse, témoignage de sa passion pour la littérature, la poésie et l'histoire. Il y a également un petit espace de représentation utilisé pour des réceptions privées et des soirées intimes. L'intérieur est une archive vivante de sa carrière. Les murs ne sont pas seulement décorés, ils sont tapissés de souvenirs et de témoignages de son parcours. On y expose fièrement des disques d'or et de platine encadrés, des affiches vintage de ses tournées, et de manière particulièrement émouvante, des lettres manuscrites de figures majeures du monde artistique et intellectuel, telles que Bob Dylan, Quincy Jones et Leonard Cohen. Le mobilier est souvent conçu sur mesure, alliant fonctionnalité et histoire personnelle. Le piano à queue, un majestueux Steinway son en ébène, cadeau d'une maison de disques dans les années 1980, domine le salon, symbolisant son passé glorieux, même s'il est très rarement joué aujourd'hui. Son bureau personnel est une bibliothèque trilingue, tapissée de livres reliés en grec, en français et en allemand. C'est le lieu de conservation de ses biens les plus précieux, des partitions manuscrites originales de compositeurs avec qui elle a collaboré, ainsi que de rares vinyles de ses tout premiers enregistrements. Son personnel y dépose régulièrement les lettres, peintures et poèmes de fans qui continuent d'arriver chaque semaine, rassemblant ses trésors dans un coffre souvenir placé près du piano. Le patrimoine élargi et le détail des transports de luxe. Son patrimoine immobilier s'étend de la Suisse aux capitales qui ont été les pierres angulaires de sa carrière internationale, chaque bien ayant une signification personnelle et stratégique. L'attachement athénien et la nostalgie.
Son lien profond avec la Grèce s'est matérialisé par la possession d'un appartement-terrasse de grand prestige, situé rue Rigili à Athènes, dans l'un des quartiers résidentiels les plus exclusifs de la capitale. Cet appartement se situait juste en face de la maison de son mentor, Mano Hadjidaki. L'intérieur avait été méticuleusement rénové avec des matériaux sur mesure, mélangeant des antiquités grecques et des pièces modernistes françaises, avec du parquet, des rideaux français et du carrelage en céramique importé de Provence. La vue imprenable sur l'acropole au crépuscule, depuis la terrasse sur le toit, était un détail qu'elle citait souvent comme son aspect préféré de ce logement. Elle a finalement pris la décision difficile de vendre ce bien en 2013 pour 2 millions d'euros, invoquant la rareté de ses visites et sa résidence permanente en Suisse. Elle confia alors aux journalistes « Je viens rarement à Athènes désormais, mais elle restera toujours ma maison de cœur. » Le pied-à-terre parisien. Son lien indéfectible avec la France se manifeste par la possession continue d'un bien immobilier à Paris. Des sources fiables, y compris son biographe de longue date David Lelehello, confirment qu'elle posséderait toujours un appartement dans le chic 7e arrondissement de Paris, un quartier réputé pour ses galeries d'art et ses ambassades, près de la rue du Bac. Cet appartement lui servait de pied-à-terre discret et élégant durant les années 1970 et 1980, l'apogée de sa carrière sur le marché français. L'appartement est probablement entretenu comme résidence privée ou logement d'invités, confirmant le maintien d'une présence discrète dans la ville qui, comme elle l'a déclaré un jour aux Parisiens, « La France m'a prêté sa voix avant que le monde ne m'écoute. Je lui dois une partie de mon âme. » La flotte discrète et les voyages de prestige. Le choix des véhicules et des modes de transport de Mouskouri est guidé par un principe de luxe utile. La praticité, le confort et la sécurité priment sur l'ostentation. Sa voiture personnelle, une Mercedes-Benz classe S noire obsidienne, est un choix de luxe classique, configuré avec des sièges massants, un éclairage d'ambiance et un système audio Burmester haut de gamme que Nana utilise pour écouter ses enregistrements préférés d'Edith Piaf à Billie Holiday. Le modèle de son époux, André Chapelle, est une BMW Série 7, une 740 le X-Drive hybride rechargeable, qu'il pilote lui-même, une préférence qui témoigne de leur sensibilité aux options écologiques et durables. Ils utilisent également occasionnellement un Range Rover autobiographie peint dans un vert forêt discret, conduit par leur assistant personnel ou leur gouvernante, surtout lors de leur retraite dans les lieux plus reculés des Alpes suisses. À l'apogée de sa carrière, se produisant dans plus de 40 pays par an, elle avait besoin d'un calendrier de voyage extrêmement flexible. Elle affrétait des jets privés, via des sociétés de luxe comme NetJets Europe ou VistaJet, pour maintenir son calendrier international impossible. Elle privilégiait les modèles de taille moyenne, comme le Bombardier Challenger 6sense, configuré pour être un espace de travail et de repos. Un ancien directeur de tournée a confié qu'elle était l'exact opposé d'une diva, silencieuse, posée, toujours en train de lire ou d'écrire quelques notes avant de monter sur scène. Aujourd'hui, ces voyages sont devenus extrêmement rares et sélectifs, strictement limités aux raisons personnelles ou à des événements hautement symboliques. L'événement le plus récent et le plus symbolique fut sa participation à la cérémonie de la Flamme olympique d'Athènes en 2024. Elle a voyagé à bord d'un Falcon 2 litres affrété par le ministère grec de la Culture, accompagnée uniquement de son époux, de 2 collaborateurs et d'un médecin. Dans sa vie privée, le couple privilégie les vacances discrètes dans des lieux d'évasion comme une petite oliveraie rénovée sur l'île de Skiro ou dans le Péloponnèse, souvent atteint par hélicoptère ou ferry, et non par jet, pour se déconnecter complètement du monde. L'héritage caritatif, l'ancre familiale et le triomphe final. La richesse de Nana Mouskouri n'est pas confinée à son seul usage personnel. Son engagement humanitaire est une partie intégrante de son héritage. Depuis 1993, elle est ambassadrice de bonne volonté pour l'UNICEF, ayant succédé à Audrey Hepburn. Son engagement est profond et continu. Ses missions l'ont menée sur le terrain dans des régions du monde entier, du Kenya au Vietnam, en passant par le Chili, la Bosnie et le Mexique, où elle milite pour les droits des enfants et l'accès aux soins de santé. Ses concerts ont souvent eu une dimension caritative et elle reverse, dit-on, une part importante de ses revenus à ces causes. Elle soutient activement l'éducation, les droits des femmes, la lutte contre le racisme et l'accessibilité de la musique dans les régions défavorisées. Le partenariat André Chapelle. Son mari, André Chapelle, est bien plus qu'un simple époux. Il est son ancre, son confident, son producteur de longue date et le copilote discret de sa carrière. Leur relation a débuté à la fin des années 1970, lorsque Chapelle est devenu son producteur musical. Leur mariage officiel, le 13 janvier 2003, fut tardif car, comme elle l'a expliqué à Freund, elle ne voulait pas introduire un nouveau père dans la vie de ses enfants, Nicolas, né en 1968, et Hélène,
née en 1970, alias Lenou, chanteuse, issue de son premier mariage avec Georges Petsila. Malgré cela, leur lien n'a jamais vacillé. André a pris un rôle encore plus central ces dernières années, alors que sa santé est devenue plus fragile. Il est devenu le gardien dévoué de son immense héritage culturel, coordonnant avec des biographes, des documentaristes et des archivistes. La retraite en dignité et le statut de monument. De son premier mariage, elle a eu 2 enfants, Nicolas et Hélène, affectueusement surnommés Lenou. Si Nicolas est resté en retrait, Hélène a hérité de l'amour du chant et a mené une carrière honorable, collaborant même avec sa mère. Ses enfants et petits-enfants sont des visiteurs réguliers de sa villa genevoise. En octobre 2023, avant de fêter ses 90 ans, elle a annoncé sa retraite des tournées, avec les mots poignants « Je ne veux pas m'effondrer sur scène. Je veux partir avec dignité avant que la musique ne me quitte ». Sa dernière performance publique, à la cérémonie de la Flamme olympique à Athènes en avril 2024, où elle a interprété les hymnes grecs et français, fut un moment symbolique de transmission culturelle. Aujourd'hui, même à la retraite, sa présence n'a fait que se transformer en un monument culturel. Des documentaires, des rétrospectives, comme Nana, Une voix, Un monde diffusé sur Arte, des rééditions de vinyles de luxe et des hommages continus sur les plateformes numériques prouvent que son héritage transcende le temps et les générations. Sa fortune est impressionnante, mais c'est sa manière de la vivre qui est son véritable chef-d'œuvre. Une existence sans tapage, centrée sur la beauté, l'héritage et les êtres qu'elle aime.